mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 6 personnes ont été tuées par balle à Carrefour lors d'affrontements entre la police et des bandits. Les affrontements les plus violents ont eu lieu dans le quartier de Bizoton 53, non loin de la marine haïtienne. Des acteurs politiques de la société civile et du monde des affaires vont se retrouver à la Jamaïque du 11 au 13 juin pour discuter sur la crise haïtienne. CARICOM a invité 3 anciens premiers ministres, à savoir Perry Christie des Bahamas, Bruce Golding de la Jamaïque et Kenny Anthony de Sainte-Lucie, qui pourront faciliter les discussions. La journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale est célébrée chaque année le 23 mai. Cette maladie est très répandue en Haïti. Plus de 120 cas ont été diagnostiqués en 5 ans dans le pays, selon les spécialistes. Depuis plusieurs jours, la commune de Carrefour est le théâtre de violents affrontements entre la police et des gangs. Les affrontements les plus violents ont eu lieu dans le quartier de Bizoton 53, non loin de la marine haïtienne. Les bandits ont lancé un déluge de feu sur la marine après la riposte des policiers. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus jusqu'à midi ce mercredi 31 mai dans des quartiers de Dikini et de Bizoton. Un imposant dispositif sécuritaire a été déployé dans des quartiers limitrophes de la marine haïtienne. La circulation automobile était paralysée sur l'axe routier principal de Carrefour. Suivez les explications du porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Selon toute information que nous gagnons, l'Assemblée policier agent 1, Auxil Franzi, 26e promotion, PNH là, qui est affecté dans Carrefour et il était dans sécurité commissaire Carrefour. Ça arrivait au niveau Bizoton aux environs de 1h30. Alors, premier élément d'information que le commissaire a partagé avec moi, selon Yvrin, le policier était à bord en moto en direction de Quatre-Côtes et puis une machine qui frappait moto A et puis moto A tombé et le policier a tombé et il a ouvert les armes sur le policier et côté que il allé à Koa. Effectivement hier soir très tard, le recommandement a évalué la situation et il était en contact avec Quatre-Côtes également commissaire Carrefour côté que monsieur qui a armé individu armé bandit ils ont été dans les hauteurs, côté qu'ils ont tiré en direction Quatre-Côtes. Et les policiers eux-mêmes, ils ont abrité pour d'abord protéger l'espace. Et nous étions en contact avec le commissaire Carrefour. Et toujours des tirs. Et au niveau de la police, nous avons fait tout effort pour que nous soyons capables de prendre contrôle de la situation. Parce que nous avons des tirs. Et nous avons toujours dit, dès que nous avons des tirs, et riverains, population, pour que yo très prudent et pour que yo pas exposé à théâtre événement. Mais au niveau de la police, hier soir très tard, nous avons évalué la situation et probablement pas connaître comment nier pour le moment, mais avant justement de venir dans la conférence là, nous avons parlé avec le commissaire là pour demander comment la situation est. Et heureusement et pas gagné policier victime, mais tu gagné tout une équipe qui devine renforcer et au fur et à mesure n'a pas disons multiplié et renforcer de manière pour que ce soit au moyen logistique également au moyen physique. La Fondation panaméricaine de développement a lancé ce mercredi, en partenariat avec l'USAID, un projet qui vise la réduction des risques sanitaires et d'inondation dans les communautés vulnérables de Tabar et de Cité-Soleil. Financé à hauteur de 400 millions de gourdes, le PADF entend améliorer les conditions de vie des membres de la population de ces zones qui sont souvent affectées par des inondations.
Ce projet prendra fin en décembre 2024. Il est possible qu'il soit renouvelé selon le directeur Lionel Isaac. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Les communes de Tabar et de Cité-Soleil sont sujettes à des inondations récurrentes affectant la vie, les biens, les moyens de subsistance, la santé de la communauté, en particulier celle des femmes et des enfants. Préoccupée par cette réalité, la Fondation panaméricaine de développement a mis sur pied un nouveau projet. Lionel Isaac en est le directeur. Le projet qui est initié, ça fait déjà plus ou moins 1 an et demi que nous commençons dans Tabar. Au fur et à mesure que nous avons implémenté le projet, nous gagnons vraiment des complaintes de Cité Soleil qui dit que genre de projet ça, parce que toute l'eau qui sort de Tabar que nous avons géré, c'est Cité Soleil à tout. Donc cela veut dire que nous vraiment, Chita avec USAID, nous présenter une extension du projet pour là vraiment implémenter le projet ça au niveau de Cité Soleil. Cela veut dire que nous venons gagner un seul projet. C'est ça qui fait que nous voyons dans que le projet a relé réduction des risques sanitaires et d'inondation dans les communautés vulnérables de Tabar et Cité Soleil. Ce n'est pas que nous fermons Tabar, nous venons faire un seul projet qui est supposé aller jusqu'en décembre 2024. Financé par l'USAID par l'intermédiaire du Bureau de l'assistance humanitaire, le projet vise à réduire l'impact des catastrophes en aidant les communautés ciblées à devenir autonomes et résilientes. L'eau qui est Tabar, l'eau qui est Cité Soleil, il n'y a pas seulement de Tabar, il n'y a pas seulement de Cité Soleil. La première composante, c'est une composante de gestion des bassins versants. Gestion des bassins versants qui est la première composante. La deuxième composante, c'est la composante de réduction, ou du moins former communautaire en termes de gestion de risques et de désastres. Il y a un volet formation, un volet accompagnement mairio en termes de renforcement de capacité en termes de gestion des risques et de désastres. Et un troisième volet, c'est le troisième volet ça, qui particulièrement concerné gestion des résidus solides. Là, nous parlons de gestion des résidus solides, nous portons assistance, nous portons support à Mério qui peut permettre que nous fassions une meilleure gestion des résidus solides au niveau de la commune. Le projet utilise différentes modalités et approches pour créer et renforcer les capacités locales en collaborant avec les responsables locaux, municipaux et départementaux, ceux de la gestion des bassins versants, de la gestion des risques de catastrophes, celle des déchets et de l'approvisionnement en eau, ainsi qu'avec le secteur privé et les organisations communautaires pour s'assurer que les interventions renforcent et améliorent les systèmes existants. Le problème sécuritaire, c'est un problème global. C'est un problème global. Nous-mêmes, au niveau de PADF, nous avons une approche, nous sommes capables d'une approche de proximité. Nous travaillons avec tout le monde. C'est peut-être l'une des raisons que nous sommes capables de gagner plusieurs organisations locales, plusieurs organisations communautaires qui sont dans la zone. Ce sont des organisations qui travaillent actuellement dans la zone. Et genre de projet, ça est fait en coordination vraiment avec les organisations locales. Nous gagnons un autre aspect qui est fondamental dans le projet. Nous gagnons au niveau de communauté, nous gagnons des groupes de support communautaire qui vraiment viennent participer directement dans supporter l'implémentation du projet. C'est ça qui fait que nous avons le groupe de support communautaire. Moun ça aussi moun dans la localité, yo connaissent la localité, yo capable de permettre que vraiment est-ce que aujourd'hui nous capable de travailler, non nous capable pas capable de travailler, est-ce que demain nous capable de travailler, oui que nous capable de travailler. Nous avons des interactions non seulement avec membres qui vraiment résident dans la communauté, mais nous travaillons avec les maires, nous travaillons avec les CASEC, nous travaillons avec les ASEC, qui pour permettre que, en quelque sorte, nous diminuer l'impact insécurité sur l'implémentation du projet. Cette séance de travail offre un espace d'échange et de collaboration pour développer des solutions adaptées aux défis spécifiques de Tabar et de Cité Soleil. Le projet, c'est un projet qui est financé par l'USAID. Cela veut dire que nous gagnons deux aspects dans le projet. Nous gagnons, nous gagnons trois composantes. Chaque composante a un budget pour eux. Donc, globalement, si nous regardons plus ou moins globalement en termes de ressources pour le projet, nous sommes capables de dire que c'est un projet qui est allé dans l'ordre de près de 400 millions de gouttes globalement pour type de projet.
Ce projet qui vise les risques sanitaires et d'inondation dans des communautés vulnérables comme Tabar et Cité Soleil prendra fin en décembre 2024. Cependant, il est possible qu'il soit renouvelé dans d'autres zones. Tout dépend du contexte de sécurité selon le directeur de projet Lionel Isaac comme Martissan. Les institutions comme PAD et USAID se disent prêtes à travailler dans plusieurs zones de la capitale où les risques sanitaires et d'inondation sont tellement élevés au point qu'ils affectent les femmes et les enfants, mais toujours est-il que le climat d'insécurité représente un obstacle majeur. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles. La fistule obstétricale est une lésion liée à l'accouchement et qu'il est possible de prévenir et dans la plupart des cas, de guérir. Elle laisse les femmes incontinentes, honteuses d'elles-mêmes, souvent coupées de leur communauté. La fistule survient quand une femme ou une fille souffre d'un arrêt de travail prolongé sans avoir accès en temps utile à une césarienne d'urgence. Cette maladie est très répandue en Haïti. Suivez tour à tour les explications des docteurs Zala Azunana, Batch Jean Jumeau et Reynold Grandpierre. Quand on parle de fistule obstétricale, on va parler non seulement des causes, mais aussi des facteurs favorisants. Donc, on peut citer parmi les facteurs favorisants la non-scolarisation. Pourquoi la non-scolarisation? Parce que les filles qui ne sont pas scolarisées, elles sont exposées de fois soit au mariage précoce ou bien à des grossesses précoces. Donc, après ça, nous pouvons parler aussi des grossesses des adolescentes. Parce que le corps qui n'est pas mûr, c'est difficile à ce qu'il prenne un enfant. Donc, généralement, on trouve aussi la tranche des adolescentes qui ont beaucoup de cas de fistules. Après les grossesses précoces, nous allons venir au niveau des accouchements. Parce que les causes de la fistule, c'est si on parle de fistule obstétricale, c'est un accouchement non ou mal assisté. C'est un accouchement qui est non ou mal assisté. Non assisté, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accouchements qui se font jusqu'à présent ici à Haïti au niveau communautaire, qui ne se passent pas au niveau des structures de santé. Donc ça, c'est aussi une cause de fistule obstétricale parce qu'on n'arrive pas à diagnostiquer à temps la complication. Donc, on force deux fois à faire l'accouchement et il a dit 7 jours après l'accouchement, on voit survenir la fistule obstétricale. L'autre cause, j'ai dit, c'est non ou mal assisté. Mal assisté, il ne faut pas qu'on se voit la face parce que deux fois, en milieu rural, nous n'avons pas accès à des services de qualité. Nous avons des agents de santé qui sont là, mais deux fois, qui peuvent être submergés à faire beaucoup d'accouchements ou à faire beaucoup d'autres tâches qui les seraient difficiles d'offrir des soins de qualité. Donc, une disproportion fœto-pelvienne la personne peut ne pas la diagnostiquer et peut ne pas la référer à temps. Et ça peut aussi créer le problème des fistules obstétricales. L'état des routes, quand nous regardons notre pays, l'état des routes cause problème. Quand on veut référer d'une structure A à une structure B, ça prend beaucoup de temps. Alors que quand il s'agit d'accouchement, c'est une question d'urgence obstétricale, il faut agir à temps. On peut arriver dans cette structure, on va trouver aussi qu'il y a du matériel qui manque, il y a telle chose qui manque, il faut encore référer dans une autre structure. Donc tout ça, mis ensemble, c'est ça qui cause la fistule obstétricale. Maintenant, si on prend les autres causes des fistules, il y a des fistules qui sont liées au viol. Viol? Oui, des viols d'enfants. Parce que quand on regarde l'anatomie de l'enfant, ne permet pas d'avoir une relation sexuelle. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens passent par l'anus et malheureusement, ça entraîne un éclatement de l'anus. Donc, dû la communication entre l'anus et le vagin. Donc, si c'est un enfant, il va perdre les selles à tout moment. Ça veut dire qu'il ne peut pas arriver au niveau de l'école. Autre cause qu'on peut citer, ça peut être aussi des causes iatrogènes, comme on l'a dit. C'est des choses qui peuvent arriver, des erreurs qui peuvent arriver au niveau des structures médicales. Erreurs. Des erreurs médicales, ça peut aussi arriver. Ça veut dire quoi? Même si c'est sur 5 ans, c'est 120 cas, et nous remettons au niveau de la CHOG,
problème fistule là, c'est la réalité inversée. Ça ouais dans tête là, c'est comme l'iceberg, ça qui en bas plus gros. D'où intérêt que nous gagnons pour nous gagner compétences, faire formation, faire motivation et nous apprécier le partenariat que la CHOC gagne avec le ministère de la Santé publique qui était bas nos autorisations pour nous entrer dans le domaine parce que tout au départ, la fistule a été sous-estimée en Haïti. Le nous commençons tôt, gain de critères de réussite, grosseur fistule là, délai que l'a évolué et ensuite si vous pas intervenu sur lui. Lorsque ou gon monde qui pas comprendre ça qui fistule là ou bien un médecin qui ouais moun nan gen on déchirure qui a tenté réparer le sans pas comme ça lié, gain plus dégâts que le capable faire l'on pour retourner sur lui pour gain chance de réussite. Mais Jean l'était dit l'avant, diagnostiquer tôt fistule là gon chance de succès par rapport à une étude que nous avons fait les notre opinion de plus de 95%. Au 95% de taux de succès, est vraiment important. Et l'autre critère, si moun li gen un fistule qui large, et yon nan bagay qui est important, lorsque nous avons un facteur de risque qui est identifié, il y a toute une équipe qui gagne là dans sage-femme, qui est dans la première ligne, parce que sage-femme, c'est compétence exceptionnelle en termes de suivi de grossesse, capable d'identifier et complications. Maintenant, le sage-femme a identifié facteur ça ou le fait en fin accoucher, s'il te une disproportion qui traîne là, une disproportion tête qui pas qu'à descendre, que vous forcez à accoucher, même si vous pouvez une fistule là, dans 7 à 10 jours capable de paraître. Parce que côté que tu mourir dans blad pipi, un docteur Grand-Pierre Saut expliqué nous si bien, après 7 à 10 jours, la tomber sous forme de squam, sous forme de côté pourri. Et pour gagner tout à quoi former dans le vagin, à ce moment, le ça fistule vient pas. Très important pour moun yo apprendre surveiller des signes. Parce que lorsqu'il y a un monde qui est victime d'un viol, d'habitude, le premier bagage, il chercher infection, protéger le contre sida, etc. Mais fistule là, il ne peut pas paraître dès les premiers jours. C'est au fur et à mesure que les gens apprennent en compte que le pas contrôler les pupilles, ok? Ou bien bon, si c'est celle-là, c'est encore plus difficile. Et s'il pas chercher soin le plus rapidement possible, c'est moins la chance que fistule ça opérable. Parce que plus temps passé, plus paroi a vin rigide, donc intervention a moins chance pour le réussir. Et journée élimination fistule obstétricale ça fait 20 ans que y a célébré. Et thème année ça, c'est ça le dit. Nous faisons pile, mais nous pas fait assez. On nous gourmet pour l'éliminer. Les 11, 12 et 13 juin prochains se tiendra à la Jamaïque une réunion avec comme thème principal et peut-être unique la crise haïtienne. Cette réunion comprendra un certain nombre d'acteurs politiques, des membres de la société civile ainsi que du monde des affaires. En outre, 3 anciens premiers ministres ont été invités par la Jamaïque à se joindre à cette délégation afin de peut-être servir de modérateurs et espérer trouver une issue. Pour en parler, nous avons avec nous par visioconférence notre ami Clarence Renoir du parti UNIR. Bonsoir Clarence et bienvenue sur Metro News. Bonsoir Serge, je suis content d'être avec vous et avec vos auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Metro News. Bon, commençons par le commencement Clarence. Que peut-on attendre, pour ne pas dire espérer, de cette réunion des 11, 12 et 13 juin prochains? Oui, je ne suis pas en mesure de vous dire que j'espère quelque chose, mais j'attends. J'attends de voir ce que ça va être cette réunion, mais si on regarde à partir de ce que même des acteurs qui sont invités à cette réunion, ça devrait être une première depuis cette crise, depuis juillet 2021. C'est la première fois que des acteurs aussi divers seront réunis dans un même endroit
pour une même question de la crise haïtienne. Donc, j'attends de voir ce que ça peut donner. Mon essence personnelle est que pour la première fois, les Haïtiens vont se rencontrer et vont pouvoir se parler. Ben, j'espère que de cela sortira quelque chose qui pourra offrir une solution, une issue à la crise qui est très longue, qui est très coûteuse pour le pays aussi, et qui nous vaut aujourd'hui cette invitation de la CARICOM pour nous réunir haïtiens en terre jamaïcaine. Je dois rapidement ajouter pour vous, Serge, que c'est une que la Jamaïque avait faite, c'est une proposition que la Jamaïque avait faite, ou la CARICOM, pour accueillir un sommet interhaïtien à la Jamaïque. Et voilà, l'invitation est officiellement arrivée. Question subsidiaire, Clarence. Est-ce que vous êtes sur la liste de ceux qui ont été invités à participer à cette réunion? Oui, tout à fait. La liste compte des responsables de politique, des responsables d'organisations de la société civile à large, c'est-à-dire le secteur religieux, les églises protestantes catholiques et le secteur vaudouisant aussi. Il y a le secteur universitaire qui est invité à travers une université privée et l'université d'État. Il y a des organisations paysannes, des syndicats de professeurs. Il y a aussi des membres du gouvernement et du HCT qui sont invités. Donc, c'est une large palette, je dirais, une large brochette d'acteurs, de toutes les tendances aussi, il faut le dire, et de tous les secteurs qui sont invités. Et je suis parmi ces invités. Je suis, je dirais, du nombre des membres du collectif des partis politiques du 30 janvier. Je m'inscris là-dedans parce qu'en réalité, nous essayons de voir si on ne va pas aller, on ne devrait pas le faire d'ailleurs, aller seul dans cette réunion, comme quoi je vais à mon compte personnel ou au compte de UNIR. Mais nous sommes déjà rassemblés dans une cellule de réflexion sur la crise haïtienne au sein du collectif des partis politiques du 30 janvier. Donc, je fais partie de ce regroupement-là, mais il y a d'autres partis politiques et d'autres regroupements qui sont aussi invités. Très bien, très bien, très bien. Bon, je rappelle pour nos téléspectateurs que la Jamaïque a été peut-être le pays qui est allé le plus loin dans des propositions, car bien que je crois me rappeler qu'il y a eu aussi les Bahamas, mais la Jamaïque est allée jusqu'à proposer d'envoyer des troupes pour venir porter aide et secours à la police nationale. Et c'était dit de manière très claire. Est-ce que le fait que ça se passe à la Jamaïque, à l'initiative de la Jamaïque, est-ce qu'il y a un lien à établir entre cette offre d'aide militaire et aujourd'hui ce large rassemblement, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez, autour de la crise haïtienne? La Jamaïque sera la terre d'accueil, mais en réalité, la proposition est venue de la CARICOM en général et oui. Il y a une lettre d'invitation officielle qui a été envoyée par le président de la CARICOM, qui est en l'occurrence le Premier ministre des Bahamas, Philippe Davis. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, la Jamaïque et d'autres pays de la région aussi avaient offert leur coopération à Haïti sur le plan de la sécurité, effectivement. Alors, ce que je peux comprendre, je ne peux rien avancer sur ce plan-là. Ça, c'est une décision de gouvernement à gouvernement ou d'État à État. Ce que je sais, dans cette réunion qui est proposée par la CARICOM et qui devrait se tenir à la Jamaïque, doit se tenir, disons-le comme ça, à la Jamaïque, il y a 3 thématiques qui seront abordées, dont la thématique de la sécurité, évidemment. Il y a la gouvernance, la sécurité, les élections et un climat global capable d'accueillir des élections crédibles dans le pays. Donc voilà, c'est une question qui sera débattue au cours de ces assises, probablement. Donc sécurité, gouvernance et élections, ce sont les 3 thèmes principaux. Oui, ce sont les 3 principaux thèmes qui seront débattus. Nous faisons face à un problème de gouvernance, il est clair. L'insécurité, et tout le monde en pâtit, souffre de l'insécurité. Et normalement, si nous devons parler de sortie de crise, nous devons penser à l'organisation d'élections
Donc, c'est une question qui sera débattue également, qui est proposée. Et vous avez parlé, Serge, de 3 anciens premiers ministres. Il s'agit de 3 anciens premiers ministres de la CARICOM qui sont proposés comme personnalités éminentes, qui font partie d'un groupe de personnalités éminentes qui seront les principaux facilitateurs. Mais ils ne seront pas les seuls présents aux côtés des Haïtiens. Il y a également les autres instances de la région, à part la CARICOM, l'Organisation des États américains, l'ONU et d'autres observateurs étrangers, internationaux disons mieux, qui seront présents pour suivre et encadrer ce dialogue interhaïtien et en sortir avec une proposition, une feuille de route pour dire, à partir de maintenant, si nous trouvons l'accord, s'il y a une résolution qui est trouvée, mais voilà la feuille de route qui sera suivie et respectée par les uns et par les autres. Du côté haïtien, qui sont les invités du gouvernement? Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry est sur la liste des gens invités? J'imagine que oui. Naturellement, il est le principal concerné, c'est lui qui dirige le pays maintenant, c'est lui qui a en main, je dirais, quelque part, une partie de la solution de la crise également. Donc, il est naturellement invité. Je vois que le HCT est invité. Je vois également que des soutiens du Premier ministre, les signataires de l'accord du 21 décembre, sont également invités à cette rencontre. Très bien, très bien, très bien. Bon, ben tout ça laisse augurer quand même au moins d'une approche sérieuse et globale de la question. Si vous me dites que les secteurs religieux, le monde des affaires, le monde politique, la société civile, que 3 anciens premiers ministres de la CARICOM seront là, des personnalités éminentes, que le gouvernement, évidemment, haïtien sera représenté par le Premier ministre, on peut dire que tout cela laisse augurer malgré tout de quelque chose de sérieux, de bien préparé. Et puis 3 jours, c'est confortable quand même, non? C'est suffisant pour une bonne discussion entre Haïtiens. Je ne voudrais pas m'avancer pour dire que le Premier ministre a déjà répondu, mais j'imagine qu'il est sensible à la question qui se pose aujourd'hui de l'avenir d'Haïti et de ces 3 thématiques qui seront discutées entre Haïtiens. Donc, il se fera le devoir d'être là, comme je dis. Mais je ne peux pas confirmer à sa place, évidemment. Bien sûr. Les autres secteurs, idem. Bien sûr. Mais nous avons effectivement, comme vous l'avez dit... Pardon? Non, allez-y, je vous écoute. Oui, nous avons effectivement 3  aux pour discuter. La CARICOM a fait une proposition d'agenda qui serait, par exemple, les 2 premières journées seraient consacrées aux discussions entre nous, Haïtiens, et à la 3e journée, et il y aura éventuellement un accord qui sera trouvé entre les Haïtiens, une résolution qui sortira des discussions et qui proposera une déclaration conjointe finale qui devrait être signée si les violences s'accordent entre nous. Et j'espère, ça c'est mon espérance personnelle, que pour une fois que nous avons cette occasion, c'est pas la première dans notre histoire, mais dans cette crise qui date de 2021, c'est la première fois que autant de secteurs seraient invités à se rencontrer dans un même endroit, dans un même lieu et au même moment. Donc, ce serait une occasion pour nous, les Haïtiens, de montrer que nous sommes capables de discuter dans le calme, dans la sérénité, et de trouver aussi une solution qui ne doit pas aller à l'avantage de l'un contre l'autre, mais qui doit aller dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt d'Haïti. Oui, mais Clara Saunois, la question principale reste quand même, qu'on le veuille ou non, si toutes les autres questions doivent être discutées, en particulier celle des élections, la question numéro 1, le problème numéro 1 qu'il faut résoudre est quand même celui de mettre un terme à cette insécurité. Aujourd'hui encore, là, pendant que nous parlons, Carrefour est à feu et à sang, Bizoton, personne ne peut entrer ou sortir. Bon, les gangs s'étaient calmés un petit peu depuis que Bois-Calais avait montré le bout de son nez, mais bon, on ne peut quand même pas parler de conditions qui soient propices à l'organisation d'élections. Est-ce que vous pensez que lors de ces 3 jours,
il y aura une offre sérieuse qui sera faite pour venir soutenir la police nationale dans la lutte qu'elle mène, avec beaucoup de courage d'ailleurs, il faut dire, et d'abnégation. Est-ce qu'il y aura une proposition concrète? Est-ce que vous pensez que la possibilité d'envoyer une assistance militaire, qu'elle soit de police spécialisée ou carrément de forces armées, est-ce que vous pensez que ça fera partie des discussions et qu'on risque d'arriver à une offre concrète? Puisque la question sera soulevée pendant les 3 jours de ce sommet, de ces assises, je crois qu'il y aura, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de compréhension entre les uns et les autres. Je parle de la société haïtienne, le secteur religieux, les secteurs politiques, le secteur politique des affaires, etc. Il y a, pour répondre directement à votre question, il y a une proposition de l'Organisation des États américains. Les Américains eux-mêmes, les États-Unis de leur côté, sont en train de voir avec le Brésil s'ils peuvent trouver un accord. Les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies avait parlé d'une force pour Haïti, pour aider la police nationale. Donc, il devrait se dégager un peu plus de compréhension entre ceux qui souhaitent une coopération, un renforcement de la police avec une force internationale, ou bien un renforcement de la police avec la présence d'une force militaire d'accompagnement sur le terrain. Je crois que c'est dans les discussions que l'on pourra sortir avec quelque chose, mais de toutes les manières, l'insécurité est une préoccupation et c'est la première de toutes les préoccupations. Absolument. Parce que c'est résoudre le problème de l'insécurité qui pourra permettre de penser à organiser des élections et penser à une reprise des activités. Je dirais à une reprise de la vie en général en Haïti. Absolument, oui. Vous avez parlé de mais toutes les activités sont au point mort dans le pays avec cet encerclement de Port-au-Prince par les gangs armés. Et aussi, il faut le reconnaître, la faiblesse, je ne dirais pas l'impuissance, mais la faiblesse de la police nationale, faiblesse en équipement, faiblesse en moyens, faiblesse en stratégie ou tactique, mais aussi faiblesse en effectif pour arriver à bout de ces groupes armés. Donc, je suppose, et ça c'est peut-être une réflexion personnelle, ce n'est pas encore discuté en groupe, que la présence aux côtés de la police nationale de collaborateurs, de coopérants internationaux, viendront apporter, cette présence viendra apporter probablement un soulagement à la perspective de pacifier le pays pour permettre la perspective de tenir une élection crédible, libre et honnête. C'est ça, oui, absolument. Des élections, mais également, vous l'avez souligné, la reprise pure et simple des activités, ne serait-ce que commerciales. Combien de gens ont mis la clé sous la porte ou sont partis découragés, ça n'en finit plus. Ben écoutez, Clarence Renoir, je crois qu'il n'y a plus qu'à prier que les jours passent vite et que les 11, 12 et 13 juin se rapprochent rapidement de façon à ce que cette réunion dont vous venez de nous donner tous les détails et souligner l'importance puisse se tenir et surtout qu'on puisse sortir de là avec une feuille de route prometteuse et également, et surtout, question numéro 1, comment résoudre ce problème d'insécurité. Oui, vous disiez. Je voudrais ajouter une petite chose pour terminer, Serge, c'est que je crois que l'opinion publique n'a pas mal accueilli cette idée d'une rencontre d'Haïtiens. Mais c'est dommage que ça soit une rencontre programmée pour être tenue à l'étranger, mais pas sur le sol haïtien. Ça aurait été l'idéal pour moi, Clarence Renoir, et pour unir comme nous l'avions toujours souhaité. Mais nous avons aussi, en y allant, un engagement pris auprès de la nation. Si nous y sommes vraiment les 11, 12 et 13, c'est un engagement que nous prenons auprès de la nation pour ramener une solution en terre haïtienne, pour dire voilà, nous avons trouvé une solution, nous avons fait la paix entre nous, et ces solutions vont être appliquées pour sortir le plus rapidement possible de cette crise. Parce que c'est la crise la plus grave que nous ayons connue dans ce pays depuis de nombreuses années. Il faut en sortir pour commencer à ouvrir les perspectives
pour la reprise des activités au niveau académique, au niveau commercial, la vie tout court, au niveau culturel, au niveau, je dirais, de toutes les activités, des petits commerces jusqu'aux grandes industries. On a besoin de revivre dans ce pays. Donc il faut que les gens de la politique, du secteur politique, comme les autres des autres secteurs, que nous puissions trouver cette entente indispensable entre nous pour vivre ensemble sur ce bout de terre, trouver la paix et la stabilité afin d'avancer vers le progrès. Parce que nous sommes très en retard par rapport à ces voisins-là qui nous invitent. Nous devons prendre conscience de cela pour avancer au plus vite et pour offrir aux générations qui vont venir une perspective différente de celle que nous leur proposons maintenant. Eh bien, Clarence Renoy, nous allons conclure sur ces bonnes paroles et en redisant encore une fois vivement que le 11 juin arrive et que cette réunion se mette en place et que, parce que évidemment, les acteurs principaux seront les Haïtiens entre eux et comme vous le souligniez tout à l'heure, les tentatives de s'asseoir autour d'une table et de discuter ont été nombreuses, mais hélas, n'ont débouché sur pas grand-chose, car, comme nous avions eu l'occasion de le dire en d'autres circonstances, pour qu'il y ait discussion, il faut être au moins deux. Quand on discute avec soi-même, on ne va pas bien loin. Alors que là, tous les acteurs seront réunis et bon, il n'y a plus qu'à croiser les bras que la montagne n'accouche pas d'une souris, comme on dit parfois. Mais, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Clarence. Merci, Serge. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations précieuses sur cette réunion, les 3 thèmes principaux qui seront abordés, le nombre de gens qui va être rassemblés autour de 3 anciens premiers ministres, de personnalités de la région. Bon, encore une fois, souhaitons que ces 3 jours arrivent rapidement et qu'ils n'en sortent que du bien pour notre petit pays. Merci Serge, c'est un plaisir. Merci Clarence. C'était donc Clarence Renoy, président du parti UNIR, qui donc a confirmé qu'il faisait partie des personnalités politiques invitées à se rendre à la Jamaïque les 11, 12 et 13 juin prochains pour discuter justement du dossier haïtien et espérer revenir de cette réunion avec des propositions solides et qui fassent renaître l'espoir. Et pour conclure, un bref rappel des titres. Au moins 6 personnes ont été tuées par balle à Carrefour lors d'affrontements entre la police et les bandits. Les affrontements les plus violents ont eu lieu dans le quartier de Bizoton 53, non loin de la marine haïtienne. Des acteurs politiques, de la société civile et du monde des affaires vont se retrouver à la Jamaïque du 11 au 13 juin pour discuter de la crise haïtienne. CARICOM a invité 3 anciens premiers ministres et qui pourront faciliter les discussions. La journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale est célébrée chaque année le 23 mai. Cette maladie est très répandue en Haïti. Plus de 120 cas ont été diagnostiqués en 5 ans dans le pays selon les spécialistes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.